Il y a très peu d'Asiatiques en France, dans le showbiz. On va faire un petit quiz ensemble. Pour vous, quelle est la personnalité française d'origine asiatique la plus connue? Allez-y, hein, je vous vois. Qui? Non, je vais vous aider. Angouna n'est pas française. Non. La personnalité française d'origine asiatique la plus connue, c'est Katsumi, une actrice porno. C'est vrai. Je vois des mecs qui font semblant de pas connaître. Non, jamais entendu parler. C'est quoi le porno? Non, on veut pas d'acteurs ou d'actrices asiatiques pour jouer dans le cinéma traditionnel. Mais pour jouer dans le gangbang de geisha, là, il y a des postes à pourvoir. Et quand t'es un mec, t'es asiatique, tu veux devenir comédien, tu galères 2 fois plus. Moi, le seul rôle qu'on m'ait proposé, c'est de jouer dans Kung Fu Panda. J'avais une réplique. Voilà. J'ai pas été pris. Monsieur, vous faites très mal le panda. Oh. Et aussi, nous les Asiatiques, on est discriminés à cause de notre non-force physique. On n'est pas très grand, on n'est pas très costaud. T'appelles rarement ton pote asiatique pour faire un déménagement. C'est vrai. Tu vas l'appeler pour changer ton fond d'écran, mais pas pour ton déménagement. Parce que les gens, tout le monde dit oui, vous les Chinois, vous êtes forts en informatique. Bon. Déjà, je suis pas chinois. J'ai rien contre les Chinois, mais je suis pas chinois, je suis vietnamien. Du Vietnam. Et j'aime bien dire que je viens du Vietnam parce que les gens, souvent, ils associent le Vietnam et la guerre du Vietnam. Alors quand je dis que je viens du Vietnam, ils font une tête toute triste. Oh, ça va? Oh, c'était pas trop dur quand t'étais jeune, pendant les bombardements? Non, tu sais, à Paris 13e, on a été épargné par les bombardements. Ça a été, on a évité. Il y a des préjugés, il y a aussi du racisme anti-asiatique. Et le problème avec le racisme anti-asiatique, c'est vécu de façon très bon enfant. Juste pour vous dire, j'ai un petit garçon de 5 ans, il a entendu ses premiers propos racistes. À l'école, il y a un autre enfant qui est venu le voir et qui lui a dit « Tu viens pas à mon anniversaire, interdit aux Chinois. » Je sais pas, il avait peur de quoi? Il avait peur qu'il rachète le fonds de commerce, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans la tête des enfants. Mais c'est ça, c'est pas le plus marrant. Le plus marrant, c'est que j'ai raconté à ma mère, et ma mère, elle a eu une drôle de réaction. Elle était voir mon fils et elle lui a dit « Bah, t'avais qu'à lui dire que t'es pas chinois, t'es vietnamien. » Maman, c'est bizarre. C'est genre, être raciste, c'est pas bien, mais raciste et nul en géographie, alors là, c'est intolérable. Là, on va l'attaquer, là, on va le poursuivre. C'est bizarre. Il y a aussi des gens qui viennent me voir, ils veulent faire un compliment sur mes origines asiatiques, mais c'est hyper raciste. L'autre fois, j'étais dans le métro, j'étais assis sur un des strapontins, j'avais ma musique, j'étais tranquille, j'étais dans ma bulle. Tout à coup, il y a un clochard qui rentre. Je le regarde, il me regarde, j'enlève l'écouteur de mon iPhone, il enlève l'écouteur de son iPhone. J'étais dans le 16e, hein, le taux d'équipement est supérieur. Et il s'adresse à moi, il me dit « Eh, vous les Chinois, je vous aime bien. » Ok. Et après, il m'a sorti un discours hyper raciste, parce qu'il a fait une liste des races selon un seul et unique critère, leur force de travail. Il avait mis les Chinois en 2e position, juste derrière les Portugais et juste avant les chiens de traîneau. C'est genre un compliment, mais qui pue un peu la merde, hein, tu vois. Un truc sur lequel tout le monde est d'accord sur les Asiatiques, c'est la cuisine asiatique. Vous mangez tous au traiteur chinois? Excusez-moi, j'aime bien lancer des petits débats de fond. Oh. Vous aimez ou pas? Oui? Moi, je trouve ça pas terrible. Non, des fois, c'est pas cher, mais c'est pas terrible. Des fois, tu commandes un plat, il y a tellement de riz, il y a tellement de sauce, que quand tu croques un morceau de viande, t'as l'impression d'avoir trouvé la fève. Oh, j'ai manqué chez moi, le roi, c'est bon de la viande. Je la reprendrai. Mais ça existe des bons restos chinois. L'autre fois, j'étais dans un resto avec mon fils, justement, pour son anniversaire. On va dans ce resto parce qu'il y a des fortune cakes. Vous savez ce que c'est ou pas? Non? Je vais vous dire. C'est des petits gâteaux, tu les casses, et à l'intérieur, il y a un petit proverbe. Sauf que l'autre fois, je suis tombé sur un drôle de proverbe, c'était écrit « Au bout du rouleau, il y a le printemps. » Signé Confucius. Rejoins-moi sur mon Facebook. Au bout de 10 000 fans, je montre mon cul. Marketing à la chinoise, sont forts ces chinois en marketing. Et je me rappelle vachement de ce resto parce que l'addition m'avait coûté moins cher que le cadeau pour mon fils. Les jouets pour les enfants, c'est super cher. L'autre fois, j'ai acheté un cadeau à mon fils, c'était tellement cher
que pour amortir le prix, j'étais obligé de le déscolariser pour qu'il y joue à plein temps, tu vois. Alors je veux pas l'offrir n'importe comment, j'ai attendu Noël. Pour l'occasion, je me suis même déguisé en Père Noël. Franchement, c'était un moment vraiment très sympa. Pom 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 pom. Bonjour mon petit, c'est le Père Noël qui est là. C'est le Père Noël. C'est Papa Noël. T'es pas le Père Noël. T'as les yeux bridés, t'es une contrefaçon. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Alex Nguyen. Salut Alex. Salut Amanda. Tu vas bien? Excellent. T'es bien installé? Oui. T'es content d'être là? Oui, je suis très content d'être là. Alors avant toute chose, il y a un de nos invités qui a voulu te poser une question. Je te laisse regarder et on en parle tout de suite après. Pas de souci. Hey, salut Alex, c'est Alex. Dis-moi, est-ce que tu voudrais qu'ensemble on crée le club des Alex avec un S? Comme ça, je m'occuperai de la France, toi tu t'occuperais de la Chine et à nous deux, on pourrait gouverner le monde de l'humour. Bref, qu'est-ce que t'en penses? Pas de souci, Alex Ramirez, mais moi je m'occuperai de la Chine, toi tu t'occuperas du Mexique. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. C'est bon, je te le rends, je vais le garder, je vais le réparer. Alors toi Alex, t'es auteur, humoriste. Oui. Et c'est un truc que t'as toujours eu envie de faire ça ou ça t'est venu comment En fait, j'ai commencé avec un ami avec qui j'étais à la fac. Une fois, on a voulu écrire une pièce de théâtre. Donc on a écrit une pièce de théâtre, après on l'a montée. Donc j'ai écrit 1, 2, 3 pièces de théâtre. Après, j'ai rencontré un comédien qui était dans une de mes pièces de théâtre avec qui j'ai voulu écrire un one-man show. Et après, de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas moi. Mais au début, sincèrement, moi je préfère être auteur. Je suis pas trop... La scène, c'est pas ton truc? Ça te fait... Au début, ouais, c'était pas trop mon truc, monter sur scène. Des fois, il me faisait monter sur scène en tant qu'auteur. C'est quelque chose que j'avais du mal. Même à l'école, quand on m'appelait pour aller au tableau, c'était vraiment une grande angoisse. C'était pas trop mon truc, mais juste parce que je voulais créer et pas avoir d'empêchement. Quand on fait du stand-up, on écrit, on joue tout seul, on est tout seul. Donc c'est ça que j'aimais bien, quoi. Pouvoir être maître de mon destin. Donc c'est pour ça que je me suis lancé moi-même. Toi, t'es métissé en fait? T'es moitié français, moitié vietnamien? Exactement. Cette pluriculturalité que tu as chez toi, est-ce que ça te sert, ça nourrit ton écriture ou pas du tout? Pour moi, les gens ils me voient comme asiatique, mais moi, quand je me lève le matin, je me dis pas hey, qu'est-ce qu'un asiatique ferait ce matin Oui, ce serait une drôle de question. Ouais. Non, c'est pas une drôle de question. Plein de gens me demandent. Pour vous dire, souvent, je commence par un sketch sur les asiatiques pendant 5 minutes. Mais des fois, je parle de choses, mais moi, c'est pas quelque chose que j'ai forcément vécu, quoi. Je fais ça parce que les gens, quand ils voient un asiatique, ils veulent... on a besoin d'en parler, quoi. Mais après, les 60 autres minutes, je parle tout à fait d'autre chose. Finalement, tu vas un peu contre les clichés. Dans ton spectacle, tu casses tous les codes, les idées reçues qu'on peut avoir. J'essaye. Mais après, des fois, c'est pas perçu comme ça. Je disais souvent des Asiatiques français, ils me disent « Ah, le sketch sur les Asiates, c'est un petit peu... » Too much? Ouais, voilà. Ils aiment tu pas vas trop loin? Ou en tout cas, je sers trop la soupe à certaines idées bien pensantes. Mais sur mon sketch d'ouverture, donc c'est pour mettre à l'aise les gens. Et j'ai un petit morceau où je parle du racisme anti-asiatique. Donc j'essaie quand même de dévier un petit peu le propos bien pensant pour parler d'autres sujets, quoi. Alors, tu as joué en Belgique, tu as joué au Canada, en France, ouais. Et donc tu as fait beaucoup de scènes ouvertes. Et depuis 2 ans, tu joues à New York. Tu fais des scènes ouvertes aux États-Unis? Exactement. Ça fait 2 étés où je vais à New York. Le fait que j'ai un ami là-bas, donc ça m'économise l'hébergement. Et ouais, je fais des scènes ouvertes à New York, c'est des open mic. Donc là-bas, à la différence de la France, on peut vraiment jouer tous les jours, 2-3 fois par jour. On passe d'un point à un autre. Et franchement, c'était bien, une belle expérience. Comment ça se passe quand Alex Nguyen, il écrit? T'écris tout seul, t'écris avec des potes, t'écris sur un coin de table, t'écris tout le temps, c'est par période? En fait, sur mon Facebook, je teste pas mal de vannes. Donc j'ai mon Facebook où je teste des vannes, je vois à peu près comment ça rend. Après, quand j'ai quelques vannes sur une même thématique, je les mets en forme. Après, je le teste comme ça en lecture auprès d'amis. Après, quand j'ai bien une bonne idée, je le teste en l'apprenant par cœur devant des amis encore. Et après, je vais en scène ouverte, je teste. Donc, tu écris seul? Seul, oui. Parce que j'aime ce côté un peu cow-boy, c'est-à-dire
on a des idées, on les met en forme, on va sur scène, après ça marche ou ça marche pas. Et j'aime ce côté, on peut réussir juste en parlant et avec ses propres idées. Tu parlais du fait que tu étais timide, enfin qu'au départ, tu n'avais pas foncièrement envie d'aller jouer tes textes sur scène. Donc c'est peut-être un manque de confiance en toi ou quelque chose comme ça? C'est plus ma personnalité, je suis un peu pudique, c'est pas quelque chose que... Moi, je suis un peu pudique, c'est pas... Sur scène, c'est autre chose parce que je le mets en forme, mais c'est pareil, cette pudeur, comment tu fais pour la gérer? Parce que tu te confrontes à des gens tous les jours, il y a une espèce de truc, et puis des fois, si les gens ne réagissent pas comme tu t'attends à ce qu'ils réagissent, bah, du coup, tu peux être déstabilisé, tu peux avoir des moments où tu es dans le doute. À quoi tu te raccroches dans ces cas-là? Sincèrement, ouais, des fois, les gens disent « Ah, vous êtes courageux, vous montez sur scène et tout », comme si on était des chirurgiens de l'extrême. Sincèrement, on a beaucoup de... pas de privilèges, mais les gens... 99% sont très gentils avec nous, ils nous regardent comme si on avait sauvé des vies. Pour le peu de choses négatives qu'il y a, franchement, ça me fait plus rire qu'autre chose. Jamais, c'est vrai, les gens ils se prennent la tête, oh, telle blague m'a pas fait rire, ils en parlent comme si c'était quelque chose de si important. C'est pas si grave que ça, puisque dès l'instant d'après, il faut refaire un autre sketch. On peut se rattraper très rapidement, quoi. Et quand on réussit, ça veut pas dire qu'on a... Quand des fois le sketch il cartonne, ça veut pas dire qu'on a réussi, il faudra toujours recommencer. Donc quand j'ai un échec, c'est très loin de m'abattre. Tiens, parle-moi de l'odeur qui te rend heureux. J'aime bien sentir les cheveux de mon fils. Voilà, c'est tout. Quand je l'embrasse sur le crâne, j'aime bien sentir ses cheveux. Voilà, c'est tout. T'es plutôt boboon ou t'es plutôt steak frites? J'aime bien les bobounes. C'est vrai que je mange beaucoup de bobounes. C'est vrai. Donc tu vois que tu vois de... J'aime bien manger asiatique une fois par semaine. Ouais. Une fois par semaine, c'est tout? Au moins une fois par semaine. Tu parles vietnamien? Toi aussi, tu parles vietnamien, je le sais. Oui, quelques mots. Vas-y, dis quelques mots alors. non, excuse-moi. On est là pour parler de toi, pas pour parler de moi. N'inversons pas les rôles. Quand j'étais petit, je parlais que vietnamien. Et ouais. après, en allant à l'école, j'ai perdu. En fait, mes deux grands-mères ne parlent pas un mot de français, donc je parlais beaucoup vietnamien avec elles. Maintenant, j'ai un petit peu perdu, j'ai quelques notions. Il rêve de quoi, Alex Nguyen? Je rêve de quoi je rêve un peu, si vraiment rêve, le mot est fort, quoi. Un peu comme, il y a un stand-up américain qui s'appelle Louis C.K. Il a vendu son spectacle sur Internet, sur son site, il a fait tout lui-même et tout, il a enregistré. Et donc il a vendu à $5, il en a vendu pour 5 millions de dollars. C'est pas question d'argent, mais c'est question de dire il a tellement sa base de fans qu'il peut vivre en autarcie, il n'a pas besoin de faire printer ses DVD. Donc voilà, j'aime bien ce côté indépendant, c'est-à-dire que tellement il a sa base de fans, il peut être en autarcie, il écrit un spectacle par an. Donc j'aime ce côté créatif et ce côté indépendant. Je sais pas s'il y a des parents dans la salle, mais c'est une aventure incroyable d'avoir un enfant. Et en fait, quand tu réfléchis bien, le plus dur, c'est pas de faire un enfant, c'est de trouver quelqu'un avec qui tu voudrais avoir un enfant. Et les rencontres, c'est de plus en plus dur. Pour ça, il y a beaucoup de sites de rencontres. Il y a 2000 sites de rencontres. Donc il y a des sites comme eDarling, Mythique, Allo Cougar. Ah non, mais moi, je connaissais pas Allo Cougar. Hein. Au début, je croyais que c'était un site de livraison de pizza, pour vous dire. Et puis, j'aime pas Cougar, c'est pas un joli mot. T'as l'impression que tu vas arriver sur le site, on va faire... C'est pas terrible. Même le mot cougar, c'est pas terrible. Il y a un autre mot pour appeler les femmes cougars, on appelle ça des femmes mûres. C'est pas beau. Les fruits, c'est mûr, mais pas une femme. Femme mûre, t'as l'impression, on va te dire, vous pouvez la ramener chez vous, mais faut consommer tout de suite. Si c'est pour demain matin, c'est mieux de la mettre au frigo, sinon demain elle sera toute pourrie. Moi, perso, j'ai jamais dragué une femme mûre. C'est pas parce que je les trouve pas séduisantes, justement, je les trouve séduisantes. Mais quand tu dragues une femme mûre, tu dois changer tes techniques de drague. Hein. Tu peux pas aller voir une femme mûre et lui dire alors, vous habitez chez vos parents? Non, c'est mes parents qui habitent chez moi. Vu l'allongement de la durée de la vie, je trouve ça tout à fait normal, petit con. Mais je comprends qu'on passe par des sites comme ça parce que quand t'es désespéré, tu tentes tout. Hein. Juste pour vous raconter une anecdote, moi j'ai été des célibataires longue durée, et quand t'es célibataire longue durée, tu psychotes. Tu sais, tu vois tout le monde en couple, tu te sens différent, tu te sens exclu. Tu te sens vraiment à part, quoi. Je sais pas si des gens dans la salle ont été célibataires longue durée. Non. Ah non, tout le monde belge. C'est ça?
Non, vous me le dites. Non, mais quand t'es célibataire longue durée, ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est d'entendre aux infos le serial killer a été dénoncé par sa petite amie. Putain, même les serial killers, ils ont une meuf et moi je galère. Parce qu'il y a des femmes qui aiment les serial killers, hein, faut le savoir. L'autre fois, j'ai vu un reportage et la fille était folle d'un serial killer. Elle disait « Oh, ce type-là, je l'aime trop. Il fait trop bien l'amour. » Tu m'étonnes, ils s'entraînent sur des cadavres. À Paris, il y a cartonne cette vanne. Non, donc finalement, je suis passé par des sites bien plus classiques, je suis passé par le classique mythique, même si c'est un peu cher. Mais c'est pas trop mon truc finalement, la drague sur Internet, parce que déjà la séduction, c'est toujours le mensonge. Mais quand t'es sur Internet, tu te lâches. Tu sais, t'es chez toi en slip avec tes 2 claviers, le Jean-Michel Jarre de la drague. Et à un moment donné, la fille, elle me demande où j'habite, normal. Je lui dis que j'habite dans un quartier très recherché, alors qu'en vrai, c'est les habitants de mon quartier qui sont très recherchés. Et bon, j'ai arrêté Mythique parce que c'est très cher, hein, c'est 90 € pour 3 mois, c'est super cher. Et je trouve que c'est pas normal parce que tout le monde devrait avoir le droit à l'amour, tous les Français, même les plus pauvres. Et c'est un vrai fléau, le célibat. Et personne ne fait rien. Tu regardes, il y a 3 millions de chômeurs, que fait le gouvernement? Il crée le Pôle emploi, normal. Il y a 18 millions de célibataires, que fait le gouvernement? Rien. C'est pour ça que je suis pour la création du Pôle emploi. Imagine, demain, t'as rendez-vous avec ton conseiller Pôle emploi. Monsieur, vous n'êtes pas actualisé sur Internet, je le vois. Il faut une recherche active de retour à vie sexuelle. Un préservatif usagé n'est pas une recherche active, c'est pas une preuve. Une main courante, ok, ça passe. Non, mais... Et au final, pourquoi les gens ils passent par des sites de rencontres? Pourquoi les gens ils se parlent pas, ils s'adressent pas la parole comme ça? Pourquoi les gens ne se parlent plus? Dans des grandes villes comme Paris, plus personne ne se parle. À Paris, les seuls inconnus qui te parlent et qui te sourient, c'est les témoins de Jéhovah. J'ai rien contre des témoins de Jéhovah, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pensé. Moi, je dis ça, moi jamais je drague une fille dans la rue, hein, parce que c'est pas trop ma culture, c'est pas trop ma façon d'être. Et quand je vois un mec qui drague une fille dans la rue, je regarde ça comme un film à suspense, tu sais. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? L'autre fois, je vois un mec, il allait accoster la fille, il l'a abordé, il lui a dit « Mademoiselle, quand je vous ai vu, mon cœur, il a fait boum !» La fille, elle a regardé, elle lui a dit « J'ai l'impression que Charles Trenet essaie de me pécho. » Non, moi, je préfère draguer en soirée, je trouve que c'est un meilleur contexte. Et surtout en soirée, c'est vraiment là que tu vois comment les filles, elles sont vraiment le plus naturelles. Parce que j'aime bien les filles quand elles vont en soirée, elles mettent des petites chaussures, petit sac à main, tu vois, c'est tout très classe, c'est Madame de Pompadour. À la fin de la soirée, elles sont déchirées, c'est Madame de Pompédap. Donc je vais vous raconter comment j'ai rencontré ma compagne avec qui je suis actuellement, avec qui j'ai un enfant. C'était en soirée, et dès que je l'ai vue, je me suis dit, c'est vraiment le genre de fille à qui tu as envie de te fabriquer des souvenirs. Je voulais pas aller la voir et dire des banalités comme « Eh, t'es payé sur 12 ou 13 mois ?» Humour de salarié. Non, je voulais vraiment aller la voir et lui dire des trucs bien plus recherchés, bien plus originaux. Alors je me suis approché discrètement d'elle et je lui ai dit « Mademoiselle, si vous étiez une règle du code de la route, vous seriez ma priorité. » C'est bien. Mon cher Alex, Oui. vous passez votre temps à vous moquer des petits travers des gens. Et vous, la plus grande honte de votre vie, le plus grand moment de solitude? Le plus grand moment de solitude de ma vie, alors il y en a eu plein, mais après c'est trop intime. Sur scène, le plus grand moment de solitude, c'est quand il n'y a pas de spectateurs. C'est très embarrassant, quoi. On vient et où des fois il y a 2 spectateurs, on ne peut pas jouer devant eux. C'est ça, le grand moment de solitude. Mais on s'y fait. Le plus grand bonheur ou le plus grand regret de votre vie? Le plus grand bonheur, la naissance de mon fils. Le plus grand regret de ne pas passer assez de temps avec lui. Un petit verre de jus d'orange. Depuis tout à l'heure, je vois que tu lorgnes sur les bonbons, donc je sens que tu vas avoir envie de manger des bonbons, Alex. Il y a des fraises Tagada, j'adore les fraises Tagada. Bon, allez, on y va alors. Bon, on y va avec plaisir. En parlant de One, le cours Clément fait son One. Tu es un des 2 intervenants. Exactement. Je t'en prie, installe-toi. Tu fais comme à la maison, tu te sers. Je vais te servir d'abord. Donc, tu es un des 2 intervenants de cet atelier de One Man. C'est important pour toi de transmettre? Sincèrement, c'est super intéressant effectivement de transmettre. Déjà, ça me permet aussi de rester ouvert à ce qui se fait actuellement, comme pour certains, c'est des jeunes débutants.
C'est très intéressant, il y a tous les âges, il y a tous les styles d'humour. Voilà, et des fois, quand on est sur scène, on ne se rend pas compte de ce qu'on émane. Donc j'essaie vraiment de leur dire, de les guider, effectivement. C'est vraiment ça. Est-ce que tout à l'heure, tu disais que tu étais un peu timide et pas trop expansif. Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? Alors, le classique pipi. Le très classique pipi. Et non, tout à l'heure, je parlais avec une personne et me demandait si j'étais nerveux sur scène. Sincèrement, je suis plus nerveux là que sur scène. Parce que sur scène, je joue 2, 3, 4 fois par semaine. Donc c'est devenu une habitude, voilà, c'est quelque chose que tu gères bien. Que je gère bien. Souvent, je joue dans des endroits que je connais déjà, avec des comédiens que je connais déjà. Je ne suis pas stressé. L'humour, en fait, c'est... C'est une façon c'est un exutoire. C'est un exutoire aussi. Les gens, ils veulent voir quelqu'un qui est heureux sur scène, pas quelqu'un qui passe un examen. Donc, on va sur scène comme si on avait parlé à des amis. C'est comme, on dit, ah, j'ai une bonne anecdote à raconter à un ami, que je vais prendre un verre avec lui. On ne se stresse pas en disant, est-ce qu'il va rigoler? On dit, on va sortir l'anecdote comme ça. Donc, il faut rester dans cette optique. Je parle à des gens que je ne connais pas, mais ça reste des amis. Donc, j'y vais assez décontracté. Assez serein. Oui. Donc, pas de rituel, pas de gris-gris. T'es pas superstitieux? C'est pour des gros trucs, si. Ah. J'ai mon slip préféré. Ton slip J'ai mon slip préféré, effectivement. Un slip. Oui, un slip, parce que j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'il a de parti? Pourquoi il est... Eh ben, quand ça marche avec ce slip, t'as l'impression qu'à chaque fois que tu vas le mettre, ça va marcher. Les footballeurs, ils ont le même rituel. Je porte actuellement ce slip. Ah bon, d'accord. On veut le voir. Non, je rigole. Eh bien, écoute, Alex, nous, on a été ravis de t'avoir dans l'émission. Merci, Amanda. Évidemment, on te souhaite plein de belles choses pour la suite, que tout marche super bien pour toi. Et alors, on a un petit rituel de fin dans cette émission. Tu peux pas me faire danser, quand même. Eh bien, si. Non, tu es mentaliste, en fait. Tu l'écoutes. Oui, je vais te faire danser. C'est exactement ça. Mal. Mais on s'en fout, Alex. Tu n'as pas le choix. J'ai peur pour mon fils à son école. C'est le pas de danse de fin et tu ne pourras pas y couper. Mais je suis sympa, je vais essayer de danser avec toi pour pas que tu te sentes trop seul. Non, tu vas pas me faire ça, justement. Si, je vais te faire ça. Tu vas venir sur ce gros rond rouge. Ah ouais, t'as mis une chanson toute molle en te disant, ouais, je vais... Ah, je dois vraiment danser? Ah, mais bien sûr. Ah non, c'est ridicule. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Allez hop. Ah non, tu vas vraiment me faire danser? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors? Donnez-moi le temps à la main comme ça. C'est un peu années 80. J'ai le micro qui tombe dans le pantalon. Oh, pardon. Voilà. Non, j'espère que tout le monde trouvera l'amour. Et deuxième chose qui est importante dans la vie pour moi, c'est trouver une passion, quelque chose qu'on veut développer. Donc moi, ça a été la comédie, je voulais me lancer dans le one-man show. Je vous dis franchement, au début, c'était dur. Moi, je joue pas mal à Paris. Au début, j'ai commencé, il y avait, des fois dans la salle, il y avait 3 spectateurs. C'est super humiliant. Imagine 3 spectateurs dans la salle. Il faut imaginer qu'au même moment, il y avait des taxis qui avaient plus de monde que moi. Je te jure, un taxi qui est passé à côté de moi, il a dit « On est 4, on t'a battu !» C'était super dur. Et c'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'était de dire à mon père que je voulais devenir comédien, et il n'a pas aimé. Juste pour vous dire, mon père, il n'est pas né en France, il était au Vietnam. Avant, il est arrivé en France à 22 ans. Avant, il était au Vietnam, il était garagiste, un super garagiste. Pour réparer les voitures les plus pourries, les faisait remarcher. On l'avait même donné un surnom, l'homme qui murmurait à l'oreille des 2 chevaux. On l'avait pas compris. Après, à 22 ans, il est arrivé en France, il est arrivé dans le 93. Et pour ceux qui connaissent le 93, c'est un département vraiment... il y a beaucoup de criminalité, beaucoup de délinquance. Et tu le vois parce que quand tu marches dans les rues du 93, tu passes devant les devantures des commerçants, il y a toujours un petit panneau, c'est écrit « Nous n'avons pas la clé du coffre ». C'est vraiment bizarre d'écrire ça, non? Ils essaient d'entamer un pseudo-dialogue avec les futurs voleurs. Et je pense qu'ils devraient aller plus loin. « Chers voleurs, nous n'avons pas la clé du coffre. Néanmoins, en face, la clé cachée sous le palier. » Lui, il a attaqué lui, mais pas nous, gros bidou. Moi, je vous jure, j'en avais marre du 93, donc j'ai été voir mon père, je lui ai dit que je voulais me lancer dans le one-man show. Il n'a pas aimé au début. En fait, je sais pas s'il a aimé ou pas, parce que mon père, il a toujours une façon super énigmatique de me parler. Papa, tu veux ou pas que je devienne comédien? C'est pas parce que tu prends un billet d'avion pour le Tibet que tu vas gravir l'Himalaya. Mais au moins, tu connaîtras la route pour aller au Roissy Charles de Gaulle. C'est déjà bien. Papa, tu me racontes de la merde, j'y vais en RER. Et finalement, on a discuté, il m'a dit, vas-y, lance-toi, profite de ta jeunesse. Et c'est vrai qu'être adulte et jeune, ça dure quelques années. Hein. Mais par contre, il ne faut pas tout miser sur sa jeunesse. Hein.
Vous voyez quelqu'un comme Paris Hilton, un jour elle va devenir Paris Hilton. C'est mon dermato qui me l'a dit. Donc il m'a dit, profite de ta jeunesse, mais fais tes études et redouble pas. Je sais pas ce qu'ils ont les parents que le redoublement, mais il faut pas redoubler dans la famille. C'est vrai, non? Les gens ils mettent vachement la pression sur le redoublement. Quand t'es jeune, tu pourrais mettre une fille enceinte, si c'est pas une redoublante, ça passe. Faut leur dire aux parents que le redoublement, c'est pas inscrit dans le casier judiciaire. L'autre fois, mon petit cousin, il a 18 ans, il a redoublé. Il était en larmes, je vous jure, il chialait. Je vais le voir, je fais « Hé, t'as que 18 ans, pourquoi t'es si triste de redoubler ?» « Oh non, j'ai recommencé une année de plus à faire la même chose, au même endroit, avec les mêmes personnes. » « Oui, bon, plus tard, t'appelleras ça la vie active. »